Avant de commencer, merci beaucoup aux contributeurs de cette chaîne. Je ne gagne quasiment rien par YouTube. Si cette chaîne tient encore la route, c'est grâce à vos dons. Tipeee, Paypal, Player ou Patreon. Si vous voulez me soutenir et donc voir d'autres vidéos comme celle-ci, je vous mets un lien en description. Chaque euro m'aide. Je donne aussi des formations tactiques en France. Si vous voulez apprendre les manipulations, les déplacements, les manœuvres, que ce soit en CQB et ou en véhicule, je vous mets également un lien de contact en description. En 1914, l'Europe est en guerre. Les troupes marchent en formation serrée, prêtes à monter à l'assaut comme ils l'ont toujours fait. Les tactiques et stratégies sont au point, et les Français sont bien motivés à se venger de Sedan. Mais entre Sedan et 1914, il arrivera quelque chose qui changera complètement la donne. L'arrivée sur le champ de bataille des mitrailleuses, enfin parfaitement fonctionnelles. En 1914, personne ne saura les gérer. Personne ne connaît de stratégie pour prendre une position ennemie possédant des mitrailleuses. Donc la tactique restera bloquée. Vous pensiez qu'une garnison en pleine campagne pouvait rester sans défense? Regardez-vous, bon sang! Pour qui vous prenez-vous? Les deux camps creuseront des tranchées et feront aléatoirement comme ils l'ont toujours fait, c'est-à-dire monter à l'assaut régulièrement en espérant prendre du terrain petit à petit. Pour gagner une guerre, il faut manœuvrer. Une manœuvre, c'est une action militaire qui donne un intérêt stratégique et qui est composée de trois choses. Un déplacement, un abri, une puissance de feu. Ici, contre une mitrailleuse, pas de déplacement possible. Il faudra attendre la fin de la guerre pour avoir une solution. Les chars et l'aviation, eux-mêmes autonomes en déplacement avec leurs chenilles et leurs ailes, en abri avec leur blindage, en puissance de feu avec leurs canons. Les chars et l'aviation n'ont pas permis de gagner la guerre, il y a eu d'autres facteurs plus importants, comme les communications radio des Français au top à l'époque, et surtout la famine côté allemand. Mais les chars étaient la réponse, trouvée tardivement, pour faire face aux mitrailleuses. À tel point que la Deuxième Guerre mondiale sera énormément composée de combats de chars et d'avions. Il y aura ensuite beaucoup d'autres solutions stratégiques pour lutter contre les mitrailleuses, comme la réduction du champ de bataille et les formations de combat au niveau opératif. Régulièrement, les technologies bloquent la tactique, et il faut du temps pour en trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, les drones ont bloqué la tactique, c'est bien ça? Non, pas vraiment, non. Wow, c'était une intro sacrément longue pour rien. Ouais. Non, les drones n'ont pas bloqué la tactique, mais ils ont complètement changé la façon de combattre. Ils ont autant reforgé le champ de bataille que les mitrailleuses à leur époque. Aujourd'hui, les manœuvres ont toujours pu se faire, mais cette fois-ci en prenant en compte les drones, et ça changera beaucoup de choses. L'idée d'utiliser des drones civils à des fins militaires vient à la base de l'État islamique. Les États du Moyen-Orient ont décidé de faire pareil pour les contrer avec énormément de succès. C'était l'arme des djihadistes, c'est maintenant aussi celle des forces irakiennes. À l'ouest de Mossoul, elles utilisent ce drone pour mener des frappes aériennes contre le groupe État islamique. Armé de petites grenades de 40 mm, cet appareil permet de mener des frappes de précision. L'Ukraine a commencé à s'en servir dès le début de la guerre, avec de très bons résultats. Donc les Russes ont suivi également. Aujourd'hui, l'utilisation de ces drones au combat est parfaitement admise. J'en ai parlé sur ma vidéo sur l'anti-sniping, tous les systèmes qui ont été conçus pour lutter contre les tireurs isolés depuis 30 ans sont aujourd'hui obsolètes. Totalement remplacés aujourd'hui par des drones de surveillance. Mais c'est pas si grave, parce qu'aujourd'hui, même les tireurs isolés sont devenus pratiquement obsolètes. Presque totalement aujourd'hui remplacés par des drones de destruction. Avec un tireur d'élite, donc on a quelqu'un qui va passer des jours à observer pour tuer une seule cible. Avec un drone, en quelques minutes, on peut en tuer plusieurs. Les tireurs d'élite ont trois missions principales. La destruction, le renseignement, le harcèlement. Aucune de ces missions n'est irremplaçable par un drone. Ici, on va parler des unités de drones. Quels sont les types de drones, à quoi ils servent, et les façons qui ont été trouvées pour les contrer jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, à quoi ils servent? Vous avez pour commencer les drones destructeurs, munis le plus souvent de fusées de contact. Équipés de charges RPG, souvent de fabrication chinoise, car les ogives chinoises possèdent généralement des amorces de contact très sensibles, qui n'aura donc pas besoin d'une très grosse vitesse pour exploser. Ces drones RPG sont souvent utilisés contre les chars, pour profiter de l'effet de la charge creuse beaucoup moins efficace contre du personnel. Mais une roquette qui explose contre un char ne signifie pas un char détruit. Il en faut en moyenne 12 pour en détruire un seul. Pour les drones suicides fabriqués en tant que tels, bien souvent ils sont connectés à des détonateurs électriques. Des fils facilement pliables sont enroulés autour d'une longue tige métallique. Lorsque les fils se touchent, le circuit se ferme, déclenchant la détonation de l'explosif. Genius. Hi, I'm Michael Bay. Utilisé pour des missions de tir précis et lents. Évidemment, ceux qui restent les plus connus sont les modèles munis de grenades lâchées en vol, modèles très fréquents en Ukraine, en Irak et à Gaza. On a vu passer pendant un moment des drones incendiaires qui lâchaient de la thermite pour cramer des pans de forêt entiers avec les militaires dedans. Mais ça, c'était très anecdotique. Ça marche, mais ça, les conventions internationales l'interdisent complètement. Ensuite, les drones d'observation. En fonction de la zone et de l'intensité des combats, ils disposeront de capacités différentes. Ils peuvent être équipés d'infrarouges, de caméras thermiques ou simplement de caméras ordinaires. Ces drones-là observent, mais également ils filment, et ça c'est extrêmement important. Alors pourquoi ces drones qui filment sont encore beaucoup plus importants qu'ils en ont l'air?
Eh bien, dans des missions commando, vous avez entre autres la création de renseignements, qui est simplement le fait de filmer et partager une action qui se passe bien et la diffuser pour qu'elle puisse avoir une répercussion politique et, in fine, une répercussion militaire. Et ça, en bien ou en mal. Ici, en Ukraine, cette création de renseignements est possible de la part de n'importe quel pilote drone, à tel point que les sites qui hébergent les vidéos de guerre en sont complètement saturés. Ensuite, vous avez les drones à capacité de brouillage pour la guerre électronique, qui provoquent des brouillages et qui sont capables de détecter les signaux. Il faut compter 5 drones en position stratégique très haute, 500-800 mètres, avec plusieurs autres en mouvement, leurs emplacements étant coordonnés par des opérateurs de drones fixes. Ensuite, les drones de récupération et d'approvisionnement, donc de la logistique. Ceux-là serviront à récupérer des objets de valeur et à approvisionner les troupes isolées, pour leur permettre de tenir les positions et de continuer les actions de combat. Ils sont utilisés pour transporter du matériel médical, des munitions ou d'autres fournitures aux forces sur le terrain. Ils peuvent déposer des équipements dans des zones difficiles d'accès ou en soutien à des unités isolées. Évidemment, ils sont énormément utilisés pour poser ou déposer des mines. Alors ces drones-là sont très bien, mais pour les ennemis, ils constituent un bon indicateur des mouvements des troupes, des assauts imminents et de l'état de la ligne de front. Ils indiquent souvent les emplacements où des éléments de troupes importantes peuvent être immobilisés et peuvent être utilisés pour anticiper les menaces à venir dans votre zone. Ensuite, les drones de ciblage. Des drones d'observation balancent un laser sur la zone à détruire, ce qui permet de guider l'artillerie, les missiles ou bien des drones suicides. Évidemment, vous avez aussi des drones polyvalents comme le Queen Hornet qui coûtent extrêmement cher, mais ça va, c'est mes impôts qui payent. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, parlons des systèmes existants pour les contrer. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Le brouillage? Les drones savent maintenant détecter les coupures de lien HF et font une manœuvre de retour ou d'évitement automatique. 3 ans après le début de la guerre, les brouilleurs ne marchent presque plus, ils sont surtout efficaces pour les drones obsolètes. Du moins pour l'instant, car les brouilleurs saturent des plages entières de fréquences au lieu de détecter celle qui est utilisée et se concentrer sur celle-ci. Donc ce que je dis ici sera sans doute faux dans quelques années. La vidéo du drone qui passe tranquillement devant un brouilleur pour détruire le char devant lui a fait beaucoup réagir. Là en l'occurrence c'était un système philo-guidé de plus en plus commun et qui ne craint pas grand chose à part les coups de chevrotine. Ensuite, les systèmes de piratage permettent de rentrer dans les failles existantes des drones grand public. Mais si le drone en question n'est pas un modèle grand public genre le DJI du Leclerc local, ou bien s'ils ont été reprogrammés, ces deux méthodes ne marchent juste pas. En fait, ça marche surtout contre des civils dans une structure de force de l'ordre. De plus, le problème avec ces systèmes-là, le brouillage et le piratage, eh bien certains drones se dirigent automatiquement vers certains signaux ou certaines plages de fréquences. Donc, ils détectent les brouilleurs et vont les attaquer. Et il n'y a pas grand-chose à faire contre ça, ils se dirigent directement vers votre système de brouillage. Pour survivre à ça, il faut l'éteindre, le laisser tomber et s'éloigner de la source du signal. Ça permet de rester en vie, mais ça détruit le matériel. Les systèmes de brouillage ne fonctionnent pas très bien, mais au moins, ils obligent l'ennemi à utiliser des drones très complexes et très coûteux. Parlons un petit peu des radars. Au début de la guerre, les radars ne faisaient pas le boulot. Ils étaient faits pour détecter le matériel lourd et gros, type avions et missiles. Très compliqué de détecter du matériel petit, très maniable et avec peu de métal à l'intérieur. Aujourd'hui, les radars les détectent sans difficulté, faisant même la distinction entre les drones et les oiseaux. Pour les systèmes de type laser, qui ont beaucoup fait parler d'eux, du moins pendant quelques semaines, ça marche pas très bien. Déjà parce qu'il faut le laisser plusieurs longues secondes dessus, mais ça devient quasiment inefficace s'il est protégé par du métal, contre lequel il faudra beaucoup plus d'énergie, alors qu'à la base, il demande déjà beaucoup d'énergie pour l'utiliser. Et de plus, les systèmes de laser ne sont pas facilement transportables. Le métal semble être une bonne idée pour les contrer, mais si les drones sont quasiment tous en polymère, c'est pas pour rien. Les drones métalliques sont plus chers, plus lourds, plus difficiles à produire, et se détectent beaucoup plus facilement sur les radars. En fin de compte, les lasers sont plus utilisés pour aveugler que pour détruire. Pour les systèmes de drones anti-drones, ça marche bien. Le système qui semble être le plus optimisé aujourd'hui, c'est le système Anduril. Un système très lourd qui est fait pour rester définitivement sur place. Système constitué de radars très sensibles et qui, sur ordre, vont détruire le matériel intrus. Ici, dans ce domaine, vous en avez plein. Des lanceurs sur lesquels vous programmez le drone à détruire et qui ira automatiquement dessus, ou de simples drones télécommandés basiques qui vont tirer dessus avec système d'armement inclus, au fusil d'assaut et aussi évidemment au calibre 12, qui marche beaucoup mieux car beaucoup plus adapté pour faire de l'anti-drone. Certains vont mettre des bâtons dans les hélices, c'est rustique mais ça marche, et évidemment énormément de drones suicides. Le plus gros souci de ce système Anduril, c'est qu'il n'est pas adapté au combat. C'est un système très lourd, très coûteux, très difficile à mettre en place et qui demande beaucoup de logistique, qui n'est fait que pour de la défense d'une zone fixe bien précise, du type zone 51. Ensuite, vous avez les systèmes d'IEM localisés, un gros fusil qui détruit les drones en attaquant son électronique. J'ai déjà fait une chronique sur les IEM sur Patreon, donc ceux qui l'ont vu savent où je veux en venir. Et oui, il suffit de protéger la partie électronique avec de l'aluminium. Et c'est bon, ça ne risque plus rien. L'enveloppe en aluminium s'appelle une caisse de Faraday et c'est très efficace, pour l'instant. Mais les systèmes IEM sont de plus en plus efficaces.
Et mettre de la protection en aluminium sur tout l'électronique, bah déjà c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et comme pour la protection anti-laser, bah plus de métal égale ça se détecte beaucoup plus facilement au radar. Bon, tout ça ce sont les systèmes les plus connus. Il y en a d'autres, mais aucun de système n'a aujourd'hui de contre-mesure. La seule méthode qui fonctionne vraiment bien aujourd'hui, c'est de la simple destruction par munitions plus ou moins standard. Les fusils électromagnétiques, c'est pas très efficace. Mais ça marche toujours, grâce au plomb qui se disperse. Là, vous avez vu, on a pu faire tomber ce drone facilement. Ça passe des très grosses munitions pour détruire les gros modèles ou bien les essaims, aux munitions d'infanterie standard. И легче в дрон попасть. Par exemple, Benelli a construit un fusil de calibre 12 anti-drone. Quelle est la différence entre celui-là et n'importe quel fusil de chasse? Rien, mais c'est vendeur. Il y a 4 ans, Israël a créé le Smart Shooter. Vous visez avec un laser et l'optique fait automatiquement les corrections en fonction de la distance, la vitesse et l'élévation. Une optique qui est passée assez inaperçue malgré son gros potentiel, mais avec l'arrivée des drones et le peu de moyens existants pour les contrer, ce système est revenu sur le devant de la scène. Car ce n'est pas un système qui fait que de l'anti-drone. Vous utilisez votre optique normalement et quand vous voulez tirer sur du drone, elle fera également ce boulot. Pour l'instant, même si ce système a un énorme potentiel, personne ne s'en sert vraiment au combat. Pourquoi? Parce que s'il est très bien sur papier, sur le terrain, il n'est pas aussi bien que ça en a l'air. Demande à viser, appuyer sur le calculateur, reprendre la visée avec le point décalé et c'est bon, vous pouvez tirer. C'est long et donc plutôt adapté à du matériel beaucoup plus lourd. Et ça bien sûr c'est sans parler de son poids, de son encombrement, de sa vitre beaucoup trop petite et bien sûr le prix du merdier. Ce qui est vraiment utilisé, ce sont en fait les cartouches de calibre 12. On préconise la grenaille standard en 32 grammes. Purement contre l'antidrone, la grenaille sera plus utilisée parce que plus de dispersion, mais ils utilisent énormément la chevrotine, qui est un mixte entre lutte antidrone et combat infanterie. Pour les munitions de calibre 12, vous avez tout et de rien. Vous avez des cartouches standards mais vendues comme de la munition anti-drone, donc plus chères. Vous avez des adaptateurs qui se placent dans le lance-grenade et qui permettent d'avoir une cartouche de 12 à portée de main sans avoir à vous trimballer un fusil à pompe. Bon, c'est cher, monocoup et un peu pourri, donc clairement tout le monde s'en branle. Et vous avez à côté de ça des munitions vraiment faites pour de l'antidrone et réfléchies pour ça. Comme celle-ci, en zinc, en plomb ou en tungstène. Mais le zinc n'est clairement pas assez puissant, donc inutile. Et les deux autres coûtent excessivement cher. 29 putains de dollars la cartouche! Surtout que le modèle en tungstène ne peut être vendu que par 10 000. À ajouter à ça que pour l'utiliser, il faut s'en servir dans un canon rayé pour la faire tourner. Si elle tourne pas, vous perdez énormément en efficacité. Donc le fusil que vous allez utiliser pour cette cartouche ne servira qu'à ça. Autant vous dire que ça n'a pas vraiment eu le succès attendu. Aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment, ce sont les cartouches de grenaille et de chevrotine, et les drones eux-mêmes qui chassent les drones et qui se font chasser eux-mêmes par d'autres drones. Oui, là on est complètement dans l'épisode de South Park sorti en 2014. Le sujet a l'air complexe, mais attention, là je ne parle pour l'instant que des drones volants, parce qu'ils sont les plus utilisés. Il existe aussi des modèles pour plaine et des modèles sous-marins. Enfin voilà, ce sera tout. Merci à tous de l'avoir regardé, merci énormément aux contributeurs de cette chaîne qui me permettent de faire ce genre de chronique. Si vous voulez voir ces vidéos en avance, voir des vidéos réservées aux contributeurs et me permettre de faire ce que je fais, je vous mets tous les liens en description. Je rappelle également que j'organise des stages infanterie dans les Deux-Sèvres. Si vous voulez venir faire un stage manipulation, combat urbain ou véhicule, je vous mets un lien également en description. Voilà, ce sera tout. Fin, cassez-vous.